Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 17 février 2018. C'est le numéro 7 de l'année 2018. Le Vidéorandia, en direct les samedis soirs de 20h à 21h, 21h15. Notre invité cette semaine, François Chartrand, individu singulier. Est-il trop tard? Vous vous souvenez, là, la vigie qui voit aller le bateau vers l'iceberg? Et aussi, écoutez bien. Le gouvernement mondial est officieux. Et vous êtes en faveur de ça, M. Louis Lefebvre? Oui. Par le 666 viendra le 777. C'est assez ésotérique, merci. Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant, complément surprenant, dans le Forum Orandia et la version MP3 audio par Jean-François Poulain, Denis Jean qui fait l'image régulièrement. Supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. Et à la réalisation, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Et on se prépare pour le congrès ESO 801 pour samedi, le 31 mars prochain. Les billets seront en vente au cours de la semaine qui vient, par PayPal. Et dans la salle pour le club créé, vous savez que nous avons fêté le 21 janvier 1948, c'était le drapeau inauguré du Québec, le fleur de l'Élysée. De les tenir dans la foi, c'est de les tenir dans la pauvreté. Un autre maxime. Ceux qui possèdent des châteaux, sont les ennemis du bien-être social. Les riches. Quand Machiavel parle du prince, il parle des chefs d'État. Dans le temps, il faut regarder entre les lignes, changer les mots, là, les mettre à l'ère moderne. Comprenez? J'ai à peu près 20 maximes ici. Ils ont tous été appliqués pour le Québec par l'Angleterre. Tous. Puis je peux les prouver point par point, point de vue historique. On vient d'entendre M. Louis Lefebvre, politologue ésotériste, qui était avec nous, notre invité régulièrement. Maintenant, nous avons avec nous aujourd'hui M. François Chartrand, qui est ni politologue, ni sociologue, comme on avait la semaine dernière. D'ailleurs, on devait avoir Alain Niala avec Louis de la semaine dernière, mais malheureusement, Alain a eu un empêchement majeur. Fait que, heureusement, tu étais de passage. Ben oui, c'est François Chartrand, en personne, avec nous, en studio, ici, en studio. On va partir le feu. Toi, tu es habitué de faire ça, des feux de camp. Tu es sur la Côte-Nord depuis de nombreuses années maintenant. Hein? Oui, ça fait maintenant 6 ans que je suis sur la Côte-Nord. Ah oui, alors tu vas passer du 666 au 777, comme disait M. Lefebvre? Oui, ben justement, le fameux 666, c'est un, comme on dit dans la Bible, hein, c'est le chiffre de l'homme. Alors là, il y a l'homme planétaire, puis là, on va découvrir un autre homme, un surhomme, qui est un homme cosmique, parce qu'on va retourner vers notre origine éventuellement un jour. C'est le destin de l'humanité, je pense. Mais dans le drapeau du Québec, ce qu'on voit, les 4 fleurs de lys, si on regarde le lys, je pense que tu en as déjà parlé, Richard, le fleur de lys dans la nature, si on le regarde d'en haut, c'est une étoile à 6 pointes. Oui, en effet, donc, tiens, Geneviève nous le montre justement. C'est ça. Un lys vu de dessus, c'est l'étoile de David. Voilà. Qu'on retrouve sur le drapeau d'Israël, bleu et blanc, comme le drapeau du Québec, bleu et blanc, oui, avec la fleur de lys vue de profil. Oui. Comme une corolle. Et ça représentait la monarchie. Hein? Oui. Et la croix blanche avec le bleu du ciel, c'est très significatif parce que si on regarde dans la façon dont la grille géodésique aujourd'hui est configurée, mais ça vient de très très loin dans le temps, justement probablement inspiré par une forme de cosmogonie où on a divisé l'équateur de la Terre en 360 degrés. Donc le 360 ou 36, c'est 6 fois 6. On est là, encore dans le 6. Et là, il y a 6 minutes par degré, 6 minutes d'arc par degré et 60 minutes d'arc par degré. Okay, oui. Mais c'est le 6 quand même parce qu'il faut éliminer les zéros pour comprendre la valeur symbolique du nombre. 6. Et on a 60 secondes, donc on a 6 fois 6 fois 6 fois 6, qui nous donne le 12 960 années, qui est le demi-cycle de la précession des équinoxes. Monsieur, vous connaissez votre... c'est bon. Oui, c'est très significatif. C'est un symbole très significatif. Le drapeau du Québec nous parle très clairement
du phénomène du temps cyclique, de la grande année galactique. OK. Et, Le chiffre de l'homme, le 6, on sait qu'il a été créé le 6e jour de la création. Tu sais, et Dieu se reposa après avoir fait, j'allais dire, la gaffe de faire l'être humain. ben, ça, c'est une grande question. Oui, Oui, c'est ça. justement. Oui, justement, si on parle de Dieu, là, Ouais. c'est curieux, mais j'ai retrouvé un livre écrit par ton père, Oui. Reggie Chartrand. Et on dit toujours que le fruit tombe jamais bien loin de l'arbre. Toi, François Chartrand, as-tu l'intention d'écrire un livre? J'aimerais bien ça un jour si la vie m'en donne l'occasion, oui. Ça fait longtemps que j'y pense. Oui. Mais avec toutes les activités que j'ai entreprises, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur le terrain, en mouvement, tout ça, ça se prête mal à l'écriture. Il faudrait que je puisse me poser pendant plusieurs mois pour écrire un livre. Alors, je ne sais pas si j'y parviendrai un jour, mais j'ai beaucoup de matériel pour plusieurs livres. Écoute, tu as fait une conférence l'année dernière au Congrès ESO 701, c'était à l'emporte-pièce, puis tu as écrit indirectement le livre à partir de Tompkins, là, c'en est quand même un, là, Oui. qui porte ton nom, qui a Oui. écrit le livre. Ici, je pense qu'il y a des gens qui ont dû sursauter. Quand ils ont vu sur la page couverture que Geneviève a montré en gros plan, Dieu est un homme parce qu'il est bon et fort. Oui. On voit que ton père avait un petit peu un air sarcastique là, dans la photo, là. Oui. Mais je sais pas, explique-moi l'anecdote qui va avec ça. Là. Ben, le titre, c'est pas de lui. Il voulait pas avoir ce titre-là. Il s'y opposait. C'était ça qu'il voulait comme titre. Oui, la révolte d'un homme contre le féministe. Le féminisme, oui, mais le titre a été imposé par Stankey qui c'était conditionnel. Si tu veux que je publie ton livre, ça va être ça le titre, parce qu'il voulait quelque chose de très choquant, qui fasse parler beaucoup de monde. Mais c'était au détriment de mon père qui avait pas du tout l'intention de... Cette idée-là ne lui correspond pas. Dieu est un homme parce qu'il est bon et fort. Ben, ça venait pas de lui, là. Premièrement, Dieu n'est pas un homme. Bon. Hein, ça, c'est clair, à mon sens. C'est pas sexué. Il n'est pas sexué, c'est pas ni mâle ni femelle. Et plus que ça, je pense que... Et je pense que ça, c'est une grande question. Dieu, moi, pourquoi je n'aime pas utiliser ce terme-là, c'est qu'il a été utilisé depuis tellement longtemps par tellement de monde pour dire des choses qui sont tellement aberrantes au niveau de ma perception de ce qu'est la source créatrice de toute chose. Non seulement ce n'est pas un homme ni une femme, mais ce n'est pas rien que nous, les humains, nous pouvons comprendre. C'est un mystère. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que de savoir que nous faisons partie de ce mystère. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la création de l'humanité, est-ce que c'est une erreur divine ou non? Et moi, ma compréhension de ça, c'est que ça va dépendre de nous. Alors, si on en revient à la question, est-il trop tard? Oui, c'est ça, oui. Eh bien, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on va faire par la suite. Ça dépend de ce que nous allons faire présentement. Mais je dirais que, d'une certaine façon, oui, il est trop tard si on pense en termes de conscientisation de la masse, de la grande majorité des gens, de penser qu'ils pourront réformer rapidement leur comportement pour éviter les troubles graves. Je pense qu'il est trop tard. C'est pas le temps d'essayer de conscientiser les gens maintenant. C'est plutôt le temps de travailler à la suite des événements et comprendre que c'est une fin de cycle. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de le comprendre, la nature cyclique du temps. Mais c'est quelque chose de très réconfortant de découvrir que la nature cyclique du temps nous dit une chose très simple. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un cycle, comme la fin d'une journée qui annonce une nouvelle journée. Ou le 31 décembre, c'est la fin d'une année, mais il y a le 1er janvier qui suit, puis ça paraît à peu près pas. Là. Oui, et à minuit, il n'y a rien de spécial qui se passe. Mais là, quand on dit ça paraîtrait à peu près pas, je vais te dire, actuellement, la façon dont les choses tournent sur la planète Terre, là, t'as vu là, l'horloge là, des savants, là, les scientifiques qui ont dit qu'on est à minuit moins 2 minutes. Oui. On est très proche d'une fin de journée, là, minuit. Hein? Oui. Et puis, pour eux, ça veut dire c'est l'apocalypse. C'est soit une guerre nucléaire, soit un renversement des pôles, soit comment est-ce qu'on appelle ça, du soleil, là, une éjection coronale du soleil qui fait que l'électricité tombe. Oui. On réalise à quel point
on est fébrile présentement. Là. L'humanité commence à retenir son souffle en disant, il y avait Kim Jong-un, avec Trump, là, on se disait, d'un coup qu'il y en a un qui pogne les nerfs, puis il pèse sur le piton, là, je sais pas. Oui. Ben, il y a énormément d'enjeux présentement qui ressortent au grand jour, qui, historiquement, c'était des endroits où on n'allait pas, des choses qui n'étaient pas dévoilées publiquement, des choses qui faisaient partie du monde du pouvoir, qui étaient exclusifs au monde du pouvoir. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est arrivé probablement à une croisée des chemins où les gens qui ont vraiment beaucoup de pouvoir sentent qu'ils le perdent, qu'ils perdent le contrôle. Et c'est pour ça qu'ils sortent publiquement avec plein de choses. Dans les textes, on disait, un jour, tout sera su et connu. Plus Voilà. rien de ce qui était caché demeurera caché. Tout va être révélé. On est dans les temps apocalypse de révélation. Avec Internet, c'est incroyable. Hein? On sait tout. Puis aussi vite que ça se passe. Là. Ouais. Le président de la Hongrie qui a décidé qu'il interdisait à Soros, Ouais. George Soros, s'il se met les pieds ici, on l'arrête. Oui. Puis il veut pas qu'aucune entreprise soit en connexion de près ou de loin avec les entreprises de Soros. Oui. Il y en a qui ont dit qu'il a besoin d'être bien grillé, d'une bonne sécurité autour de lui, parce que... Alors, on voit, comme tu dis, qu'il y a comme une espèce d'affrontement qui se fait avec ceux qui dirigent le monde. Là. Oui, ça fait plusieurs centaines d'années que l'élite ou que les gens initiés au mystère de l'Antiquité qui ont compris qu'il y avait un lien entre l'humanité et le cosmos, qu'il y a eu des échanges, des interventions, on a une cosmogonie ici sur Terre, c'est-à-dire on a un héritage d'origine cosmique qui est au cœur de toutes nos grandes religions et il y a toutes les sciences ésotériques sont basées sur les vestiges de cet ancien contact avec l'au-delà. Puis aujourd'hui, on sait dans ces milieux-là, on connaît ça, le temps cyclique, et on sait qu'on est arrivé à cette croisée des chemins où supposément on devrait voir apparaître un gouvernement mondial. Alors là, il y a des groupes qui deviennent beaucoup plus affirmatifs dans cette démarche et qui se rendent compte que c'est contesté, même à l'intérieur même de leur propre groupe, parce que oui, c'est bien beau un gouvernement mondial, mais dans la perspective d'un gouvernement, il faut inclure qu'il y ait un système de représentation. C'est qu'on ne peut pas gouverner dans le secret. Nécessairement. Et c'est là, je pense, la grande erreur stratégique de beaucoup de ces joueurs-là, c'est d'avoir cru qu'ils pourraient le faire de façon furtive, sans engager l'humanité dans ce mouvement-là, mais en utilisant plutôt des méthodes oppressives, des méthodes de conspiration, de manipulation et ça. de complot. Oui, Machiavel, tu sais, on en parlait dans l'introduction, on a entendu M. Lefebvre faire allusion à Machiavel en disant qu'ici au Québec, tous les préceptes de Machiavel, là, ils ont tous appliqués contre le peuple québécois, francophone d'origine, là, de France, mais aussi sur les peuples natifs, les autochtones, que tu connais bien d'ailleurs, parce que sur la Côte-Nord, tu as affaire à eux autres, tu vis proche d'eux autres. D'ailleurs, dans le segment, il parlait de la couronne d'Angleterre qui avait, plus précisément, qui avait utilisé des préceptes techniques de Machiavel. Ben oui. Et ça, il disait que c'était démontrable historiquement. Bon, écoute, je vais mettre le feu au foyer, Oui. parce que j'ai l'impression que là, tu vas mettre le feu. Oui, c'est pas moi qui a mis le feu, là. C'est le gouvernement canadien, dernièrement, a créé un... Attends un peu, on va partir ça. Toi, t'en pars souvent des feux, j'imagine, sur la Côte-Nord. Des fois, je t'ai vu dans tes reportages, t'es en plein bois ou en plein champ. Avez-vous des fournaises ou des petites chaufferettes où vous faites des feux? On fait des feux régulièrement, ça fait partie des activités... de survie. De survie, c'est intéressant, mais tu sais, en survie dans la forêt, quand on est en expédition, souvent faire un feu, c'est pas judicieux parce que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors, pour faire un feu, il faut vraiment en avoir besoin, une nécessité. Souvent, quand on va en camping, on dit on fait un feu, c'est la première chose que les gens veulent faire quand ils s'installent. On s'amuse, mais dans les cas de survie, si tu n'as pas besoin de faire un feu, tu perds pas ton temps avec ça parce que c'est quand même beaucoup de travail, tout ça.
Mais pour en revenir à... Là, je sais pas si on a très bien vu ou entendu même, parce qu'on l'a entendu, hein, le vacuum qui s'est fait dans la cheminée. Oui. Là. Geneviève, elle a ouvert la porte de la maison pour que l'air rentre par la porte. Puis ici, on a fait partir le feu en haut pour que ça mette le feu en haut et que ça chauffe la cheminée. Tu es d'accord? C'est le principe. Hein? Oui. Puis après ça, le feu va descendre en bas parce que j'ai préparé du papier en bas pour que ça mette le feu en bas après. Oui. Ben, Alors, le feu, justement, c'est un principe d'ascension. Et quand que le feu est pris, ben la chaleur monte. ça monte. Ça, Oui. ça élève la vibration. Donc, c'est dans cet esprit-là, moi, je pense que c'est important de dire les choses maintenant. Bien qu'avant, c'était prudent de garder certaines choses en secret, mais ce que je semble détecter, c'est que pourquoi il y a beaucoup de révélations qui sont faites dernièrement, de plus en plus choquantes et de plus en plus globales, ben c'est parce qu'il y a un sentiment de perte de contrôle au plus haut niveau du pouvoir, et là, on se rend compte qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, essayer d'enrôler dans l'effort de renaissance d'un nouveau monde, construction d'un nouvel ordre mondial, comme on a souvent entendu parler. Ben, ça ne pourra pas se faire par le complot, par la manipulation, par l'intimidation. Il va falloir que ce soit beaucoup plus convivial, qu'il y ait beaucoup plus de conscientisation ou d'utiliser les gens qui sont déjà conscientisés dans ce processus-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense, mais que du fait que la plupart des gens refusent d'en parler parce qu'ils pensent qu'il y a très peu de gens qui le savent, ben ça crée l'impression qu'on est peu nombreux à comprendre. Mais je pense que tout le monde, en général, sait qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme et qu'il va falloir une transition, une transformation profonde. Mm-hmm. Et là, on voit des événements de toute façon qui nous obligent à la transformation. Si on regarde, par exemple, la création d'un ministère fédéral de relations couronne autochtone, c'est tout nouveau, ça. Ça vient d'être créé. Alors, qu'est-ce qu'un ministère de relations couronne autochtone? Ben, ça vient nous dire que la couronne, qui est celle de la couronne d'Angleterre, a encore son mot à dire dans les affaires autochtones sur le territoire canadien. C'est un pays conquis par l'Angleterre. Il y a les conquérants, puis il y a seulement une tribu, je ne sais pas si on peut appeler ça une tribu, les Iroquois, qui sont considérés comme des citoyens britanniques. Oui. C'est ce qui fait que les Mohawks, qui est une branche des Iroquois, ont le droit d'avoir sur leur réserve des armes lourdes. Oui. Ça veut dire même qu'ils auraient le droit d'avoir des chars d'assaut. Oui, oui. Parce qu'ils ont aidé les habits rouges, les Anglais d'Angleterre, à battre les Français, les habits bleus. Alors, mais ça fait partie des méthodes impérialistes de contrôle des territoires à la Machiavel. À la Machiavel, divisés pour mieux régner. C'est ça. Tout le monde connaît ça. Maintenant, cette façon de faire, je pense, est arrivée à son terme. Parce que le colonialisme s'appuie sur l'exploitation des colonies. Il ne s'appuie pas sur la vertu des colonies, mais sur leur faiblesse. Ou on les écrase. Voilà. S'ils ont des vertus, le Canada avait fabriqué le meilleur avion de chasse de tous les temps, le Arrow. Oui. Parce que c'était des ingénieurs québécois ou canadiens. On a tué ça dans l'œuf. Alors que c'était une merveille. On aurait pu faire fortune avec ça. On aurait pu avoir une industrie aéronautique. Oui. Un peu comme les Français. Ben, il me semblerait, moi, en tout cas, que les méthodes impérialistes de contrôle ont été justifiables à travers l'histoire. On comprend que de gérer l'humanité, c'est un métier qui est extrêmement difficile. C'est la science du pouvoir. C'est quelque chose de très exclusif. C'est une spécialité que certaines familles royales ou que certaines familles, parfois qui ne sont pas connues, mais qui ont œuvré dans ce milieu-là depuis des générations, ils ont une compréhension qui échappe au reste de l'humanité. Donc, ils peuvent pas y aller par nécessairement en sollicitant la coopération de monsieur et madame tout le monde, en s'imaginant que ça pourra
enrichir ou maintenir, soutenir leur pouvoir. Mais je pense qu'on est arrivé à une époque à la limite de ces méthodes impérialistes et que là, il va falloir trouver une manière d'inspirer la confiance à travers une période extrêmement trouble où il y a beaucoup de dévoilements qui se produisent rapidement et que là, ces méthodes-là sont désuètes, j'ai l'impression. Comme par exemple avec la question autochtone. Là, on voit de plus en plus dans les médias des gens qui exigent une plus grande justice pour les nations autochtones. Oui. Et puis, je pense que ça fait partie de cette transformation de l'humanité, qu'on arrive à comprendre qu'il y a des choses qui ont été faites qui ne peuvent pas être défaits, et donc il faudra réformer le pouvoir pour arriver à donner une suite aux événements. On peut pas continuer comme ça, là, en faisant des citoyens de deuxième classe, tout en prétendant être des gens civilisés, puis avoir un système égalitaire. Des fois, là, j'ai un doute sur l'honnêteté des élus qui sont là pour faire un paravent. On donne des belles phrases ronflantes, des intentions merveilleuses, mais on est d'abord averti, quand on prend le pouvoir, par des élections soi-disant démocratiques, que d'abord, n'oubliez pas, vous êtes des conquis. Mm-hmm. Vous n'êtes pas libre de décider de votre destinée. Ouais. C'est la reine d'Angleterre qui va prendre les décisions. Ouais. Et là, c'est encore caché derrière les voiles du Parlement. Parlementaire. Ça le dit. Oui. Oui, mais je pense essentiellement, c'est que il faut comprendre que les gens qui ont le pouvoir sont des êtres humains. Mais ils n'ont pas le pouvoir. On leur fait croire qu'ils ont le pouvoir par élection démocratique. Mais moi, j'ai l'impression qu'on se fait trahir par nos propres nous-mêmes, dans nos Québécois qui sont élus. Des fois, ils se lancent en politique avec toute la bonne foi, la volonté d'aider. Puis à un moment donné, on dirait qu'ils s'éteignent lentement, Il y en a qui ont fait de la télévision pendant des années, sont rendus au pouvoir parce qu'ils ont été élus dans des comtés de la province de Québec. Tu n'en entends plus parler de ces gars-là. Mais quand ils étaient à la télévision, c'était des numéros 1, code d'écoute, midi, là, ça parlait fort. Ouais, Ils étaient comme au paradis, là, tu sais. Exactement. Mais là, on dirait qu'ils sont descendus en enfer. C'est que, dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai pouvoir est dans le nombre. Et dans le nombre. Le nombre. La quantité plutôt que la qualité. La quantité d'individus. Oui. C'est regarde, on envoie, là, Geneviève, elle nous met des images de nombre, là. Des foules, là. C'est ça. Dans mais la foule. Au Québec, on voit pas ça, des manifestations de foule. Va à Paris, là. On va te dire que quand tu passes une loi puis qui augmente un peu les taxes ou qui augmente ici, tu vois des manifestations monstres dans les rues. Mais c'est pas nécessaire d'aller dans la rue pour faire sentir le poids du nombre. Parce que une loi écrite n'est pas nécessairement applicable si la majorité des gens ne consentent pas à obéir à cette loi. Donc, il y a un gouvernement perd son autorité à créer des lois qui ne sont pas conformes à la volonté populaire ou qui ne sont pas acceptées par la population. Et c'est un peu ça qu'on voit aujourd'hui. As-tu des exemples là, que le peuple aurait refusé? Je pense que généralement, globalement, on peut voir un découragement de la population. Les gens, par exemple, le taux de participation dans les élections est de plus en plus faible ou il est très très bas. Et puis il y a aussi un cynisme qui s'est installé. On regarde la classe politique avec beaucoup de cynisme. On se dit bon, ce sont des gens essentiellement malhonnêtes, alors que c'est pas nécessairement le cas. Mais comme tu le disais, quand on se lance en politique, ben c'est généralement pour. On connaît pas toutes les règles du jeu qui sont cachées. Exactement. Cachés, et lorsque les règles du jeu nous sont dévoilées et qu'on n'était pas suffisamment préparé à ça, qu'on n'est pas averti... Est-ce qu'il faut aller sur la place publique, puis là, on va se faire éteindre? Ben, c'est justement sur la place publique, il existe une disparité profonde entre la perception du public et ce qui se passe en réalité. Et qui va pouvoir... ramener ces choses, rapprocher ces grandes solitudes. Hein. Il y a des gens qui ont énormément de responsabilités, énormément de pouvoir et qui sont placés devant un monde très chaotique. Et moi, je peux les comprendre d'être craintifs qu'il y ait des dévoilements massifs qui soient faits comme on le voit à l'heure actuelle. Mais ça, c'est par défaut du fait qu'ils ont
élaborer des techniques, des méthodes de pouvoir machiavéliques dans lesquelles on s'appuie surtout sur la manipulation. Et ça fonctionne jusqu'à un certain temps. Mais là, il semblerait qu'on est arrivé à une époque où ça ne peut plus fonctionner. Et on voit, par exemple, un phénomène extrêmement important, un événement extrêmement important qui s'est produit récemment, le Federal Intelligence Surveillance Court, le FISC. Ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. OK. Ça fait quoi, ça? Ben, c'est que quand on veut espionner, quand on veut, je veux dire, les services de renseignement, lorsqu'ils veulent espionner un citoyen américain, ben là, il y a des règles. C'est le FISA, le Federal Intelligence Surveillance Act. C'est une législation qui définit les cadres dans lesquels on a le droit de espionner un citoyen américain en sol américain. En cas qu'il soit terroriste, ou etc., ou qu'il fasse du trafic de drogue ou d'autres choses. Et qu'il soit en contact avec des agents étrangers hostiles. Oh oui, OK. Contre-espionnage ou espionnage. C'est ça. Donc, si un citoyen américain qui est suspect, qui est de trahir son mandat, là on parle d'un élu, quelqu'un qui aurait été élu par vote populaire et qui a un poste de représentant de la République des États-Unis d'Amérique et qui serait en contact avec un agent étranger qui serait hostile et qui donc une coopération avec des forces hostiles. Si on peut démontrer ça dans cette cour-là, devant cette cour, ben là on obtient un mandat pour espionner un citoyen américain. Autrement, c'est très difficile. On sait que... Mais, tu sais, on sait que Google, il n'y a pas besoin de mandat. Il conserve tous les communiqués, tous les courriels, les emails là, qui se font. Ben avec les événements. 2 ans, 4 ans en arrière, pour savoir à qui il a écrit, à quelle date, qu'est-ce qu'il disait, des mots-clés sont là, puis oui. Avec l'avènement des hautes technologies, ben là, tout a changé tellement rapidement que les règles du jeu sont changées. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a comme un piège pour ceux qui exerçaient le pouvoir de façon machiavélique. Ils se font prendre au propre jeu eux-mêmes. Ben oui. Et c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit se dérouler devant nos yeux. Oui. Parce que, selon un rapport qui a été publié très récemment par le fisc, il y a les démocrates, Hillary Clinton, auraient acheté un rapport incriminant Donald Trump, le président, à l'époque de la campagne électorale. Avec les Russes. Avec les Russes. Ouais. La fameuse collusion avec les Russes. Là, tu me parles des choses qui se passent aux États-Unis. Ouais, si mais on reste au global. Québec, c'est pas mal la même histoire. Ben oui, c'est ça, exactement. On est au courant de bien les choses. C'est parce que c'est ce qui se passe aux États-Unis a des conséquences globales et la frontière qui nous sépare des États-Unis, là, c'est une ligne imaginaire. En réalité, on trempe dans ce même milieu et c'est très important de comprendre ce qui se passe au niveau de ces événements-là si on veut comprendre la suite des événements ici au Québec. Il y a un lien direct là. Et ce lien, ben, ça vient du fait que là est dévoilé un complot qui devait rester caché parce qu'il y avait une coopération entre les technocrates, ceux qui contrôlent justement les technologies qui sont aussi puissantes pour espionner les gens. Ils voulaient conserver le secret concernant le fait que à peu près tout le monde peut être espionné à tout moment et que il n'y a pas vraiment de mécanisme en place à l'heure actuelle pour encadrer tout ça. Il y a une espèce là de perte de contrôle là, à cause des hautes technologies qui sont tellement puissantes et de la législation qui est en retard sur ces avancées foudroyantes de la technologie. Alors là, il s'est créé toute une culture du secret où on s'était imaginé que plus jamais le pouvoir ne leur échapperait et que donc ils pouvaient se permettre, par exemple, de fabriquer des rapports, des dossiers complètement frauduleux qui ne pourraient pas survivre à un examen, une enquête sérieuse. Mais ils se disaient, c'est pas grave parce que nous contrôlons la police fédérale, le FBI, nous contrôlons la politique, c'est certain qu'on va prendre le pouvoir parce que les médias sont dans le coup. Donc les technocrates, les médias officiels, la police fédérale et le Parti démocratique avaient monté ce complot-là
pour fabriquer des évidences de collusion entre Trump et les Russes. Et là, tout est dévoilé présentement. Parce que ça a l'air faux. Hein? Il n'y a pas eu de collusion entre Trump et Poutine. Ça a eu lieu, mais bien après que les élections avaient été gagnées par Poutine, par Trump. Puis là, ils ont eu des félicitations. C'est pas de la collusion. Une fois qu'un président élu a le droit de négocier avec, oui, il faut même. avec un homologue d'une autre nation. Alors, où tu veux en venir avec ça, François? Je veux en venir avec l'idée que on a un exemple là, au plus haut niveau du pouvoir de gens qui ont pensé qu'ils pourraient établir un contrôle global parce qu'ils avaient une alliance d'envergure globale qui était basée sur le contrôle de l'information, en grande partie, avec les médias officiels qui, pendant 1 an et demi, nous ont parlé de la collusion de Trump avec les Russes. Et puis, finalement, on n'a pas jamais vu aucune évidence de ça. Et là, on a vu on voit un déraillement, une espèce de panique de leur part lorsque tout ça est dévoilé publiquement que ça avait été monté de toutes pièces. Ouais. Mais quelle est la stratégie c'est une stratégie défaillante, mais c'est bon de savoir. Elle est axée sur quoi? Elle est axée sur un très ancien principe qui est, puis là on en revient à la couronne d'Angleterre, divisée pour régner, c'est que l'Europe étant coincée entre l'Asie et l'Amérique, et avec l'Afrique aussi, depuis très longtemps, les familles royales européennes ont développé des méthodes pour assurer leur survie en s'assurant de jouer l'Est contre l'Ouest. Et ça fait très longtemps que ça dure. Et puis, si on comprend historiquement la position de l'Europe ils sont en infériorité numérique. Alors, comment fait-on pour contrôler la science du pouvoir de Machiavel? Comment fait-on pour contrôler un plus grand nombre quand on est en position d'infériorité numérique? C'est par la diversion. Alors, il y a eu un énorme travail qui a été fait pour escalader les conflits entre le communisme et le capitaliste, la gauche, la droite, cette polarité-là. C'est l'essence même du pouvoir est basée sur la polarité. Et c'est pour ça qu'un des symboles de l'Empire, c'est l'aigle à 2 têtes. C'est pour nous montrer que la clé du pouvoir s'appuie historiquement sur cette capacité de jouer l'un contre l'autre pour garder le contrôle au centre. Et puis, si puis là, on pourra en revenir à la couronne d'Angleterre. Si le principe s'applique, il faut pas jamais que le centre, la centrale du pouvoir, soit divisée. Et la centrale du pouvoir, qui nommait les rois pendant des centaines d'années? C'était le pape. Et là, on se retrouve centré au Vatican, à Rome. Il y a une institution qui a une très, très ancienne science du pouvoir, dans lequel on avait réussi à créer le catholicisme qui est mondial. Pas pour l'Angleterre, hein, en passant. Parce que... c'est là que je veux en venir. Oui. Il y a eu le protestantisme. Bon. Les Anglicans, tu sais, Henri VIII, là. Oui. Alors, on sait très bien que l'une des puissances les plus importantes dans le protestantisme, c'est l'Angleterre. Oui. Alors, ce n'est pas par hasard que la reine d'Angleterre est aussi proéminente parmi les têtes couronnées. C'est parce que il fallait trouver une façon de garder le contrôle de cette réforme et, si possible, de la ramener dans le giron de cette matrice du pouvoir. Et donc, la réforme a été très efficace à créer une subversion, mais le pouvoir est resté, la couronne d'Angleterre est encore très vivante aujourd'hui. Omniprésente. Et omnipuissante. Et ce que je dis, dans le fond, c'est... Mais c'est à cause des papiers, des ententes qui ont été prises dans le passé, les lois, comment est-ce qu'on appelle ça, là, la Confédération canadienne et tout ça. Là, il y a plein de documents qui appuient légalement ce pouvoir-là. Oui. Ça ne veut pas dire demain matin, on ne compte plus sur toi. Là. Oui. Non, excuse, on a des contrats. Là. Oui. Mais c'est pour ça... Veux-tu encore du café? Non, c'est correct, merci. Okay. C'est pour ça que cette continuité historique, elle est basée en grande partie sur des manœuvres de diversion pour des raisons, comme je viens d'expliquer, qui est très facile à comprendre.
c'est que le pouvoir, essentiellement, s'appuie sur un principe de conspiration. Parce qu'on ne peut pas gérer une masse humaine d'égal à égal, là, comme de traiter tout le monde comme son égal et de les informer en temps réel des derniers développements pour que tout le monde puisse se faire une opinion. C'est tout à fait compréhensible. Moi, je suis pas en train d'accuser quiconque d'avoir conspiré contre l'humanité. Ce que je dis, c'est que c'est dans la nature humaine de contester et que si on veut maintenir l'ordre, il faut trouver une façon de cacher les outils du pouvoir pour pouvoir l'exercer d'une façon effective. Ça, c'est dans l'histoire. Mais lorsque ces outils du pouvoir n'ont plus le bénéfice du secret, n'ont plus la capacité de cacher leur manigance, eh bien, éventuellement, tout ça se tourne contre eux. Et moi, aujourd'hui, je suis préoccupé par le fait que il y a ce que les Américains appellent le deep state, hein, c'est l'État profond. Mm-hmm. Il y a un gouvernement derrière le gouvernement et ce gouvernement-là est international, il est global et il a effectivement pris une grande partie du pouvoir à travers le militarisme et le corporatisme. Donc on a une toile mondiale de contrôle sur lequel s'appuient tous les grands super systèmes duquel nous sommes venus à dépendre, chacun de nous. Il n'y a plus personne qui peut prétendre, en tout cas, il y a très très peu de gens qui peuvent prétendre être en marge de ces grands super systèmes. Alors, si leur méthode pour assurer le pouvoir était basée sur le subterfuge, lorsqu'ils perdent l'élément de surprise, lorsqu'ils perdent ce camouflage, ben, la civilisation en entier est menacée. Et là, c'est pas une question de savoir qui est de bien ou de mal. C'est une question simplement de cohésion. Ah oui, dans ce sens-là, c'est vrai. Parce que de toute façon, ça prend une tête pour diriger quoi que ce soit. Un animal se dirige avec une tête. On a une tête, un capitaine, oui. Ça veut dire tête, chapeau, capitale d'un pays, c'est la tête du pays. Voilà. Alors, ça prend un capitaine. Puis si on peut plus faire confiance parce qu'on n'a plus de tête, tu sais, je veux dire... Ben, c'est un peu ça que j'en viens à dire, là, c'est qu'il semblerait que notre civilisation a perdu la tête. C'est ça, on ne sait plus à qui se fier, là, puis on se méfie de tous les systèmes, tous les pouvoirs, on a l'impression qu'ils sont tous corrompus à l'os, ils ont tous des agendas cachés, puis ils arrivent à leur fin en se foutant carrément du petit peuple, là. C'est de la chair à canon, c'est de... Je veux dire, on va les envoyer au front, ils reviennent de l'Afghanistan, ils se demandent pourquoi ils sont allés en Afghanistan. C'était pour protéger le pétrole puis les plantations de pavots. Oui. Mais les gens qui sont le plus à risque dans cette histoire-là, je pense, disons que à l'heure actuelle, il n'y a personne qui n'est pas en péril. Ça nous concerne tous. Alors là, il va falloir qu'on soit plus humain que jamais on l'a été dans notre histoire. Il va falloir vraiment que chacun fasse son introspection et savoir qu'est-ce qui est le plus important, d'avoir raison, d'obtenir la vengeance ou d'assurer que nous ayons la continuité de l'expérience humaine, qu'on puisse renaître de nos cendres, qu'on puisse voir une régénérescence, un renouveau, parce qu'on est rendu là, je pense, à cette conclusion. Oui, mais attends, là. Ceux qui ont le pouvoir, actuellement, on nous dit qu'il y a 3 principes de pouvoir sur la planète Terre, comme nous enseignait Jean de Floride, puis il va revenir bientôt pour nous confirmer les derniers développements, là. Mais c'est un pouvoir qui est de gouvernement mondial, qui est autre chose que le nouvel ordre mondial. Et puis, alors, pour le gouvernement mondial, ben, il y a une tête, le pyramidion, qui est en haut du sceau des... Puis là, on voit que la pyramide est bâtie par le peuple en bas, là, en pierre. Mais là, on nous dit qu'on est sur le bord de renverser la pyramide. Et qu'en haut, ça serait l'être humain, la valeur de l'être humain qui domine sur tout le reste. Et que la pyramide d'autrefois, ben, ceux qui étaient à la tête, ils étaient au service de la population, et l'humain, l'être humain, va être au-dessus, ou peut-être, on le voit là comme une espèce d'état lumineux, mais ça, on va se garder ça pour le complément, pour le club créé après. Oui. Les entités de lumière, les êtres cosmiques, dont on parlait un petit peu tantôt,
Ça, c'est particulier. Ça, c'est dans mon domaine. Là. C'est pas pour rien. J'ai parlé d'extraterrestres depuis 40 ans sur l'ésotérisme expérimental. Il y a des niveaux dans ça aussi. Là. Mais tout est axé là-dessus, finalement. Bon, mais les trois qui sont à la tête, il y en a un qui contrôle la finance. Là, la plus belle preuve qu'on a eue, c'est quand Trump est allé en Israël. Et là, le secrétaire de Netanyahou est allé déclarer que là, tout le monde doit comprendre que déjà le gouvernement mondial est au pouvoir. Là, on voit Trump avec les drapeaux d'Israël derrière lui, puis il y en a un autre où on le voit avec Netanyahou. Alors, là, l'histoire est raide, là, devant la face du monde entier, mesdames et messieurs. On a le contrôle des banques. Et tous les pays sont endettés. Donc, vous allez être obligé de payer votre dette et vous n'êtes plus capable. Donc, on a le droit légal de prendre possession de tous les biens qui appartiennent à tous les pays. Et c'est arrivé pour la Grèce. Ouais. On a dilapidé des biens archéologiques ou historiques, là, le Parthénon, le port du Pirée qui est passé dans les mains de particuliers, de privés. Tout se privatise parce qu'il y a des gens qui n'ont plus d'argent pour payer leurs dettes. Fait qu'à partir de là, le monde appartiendra à la finance, la haute finance, pour le gouvernement mondial. D'autre part, tu as les Illuminati, qui, eux, prétendent avoir le contrôle des routes pour l'alimentation. Les routes de commerce, oui. Les routes de commerce. Le territoire. Et ils font chanter tout le monde avec ça. Parce que là, s'ils décident que clic, on coupe là, arrangez-vous. Famine demain matin. Oui, mais d'un côté comme de l'autre. Puis il y a les Nations Unies, qui est le troisième des pouvoirs, qui, eux, sous l'égide des Nations Unies, avec tout ce qui va avec, l'UNESCO, Oxfam, oui. Il y a eu un scandale encore. Oui, parce que en ce moment, il y a un affrontement entre ces différents groupes qui sont tous... Les trois groupes qui essaient de se positionner pour être à la tête du gouvernement mondial. Ils veulent pas lâcher prise, chacun de leur bord. Mais... Et là, François, là, ce qu'on sait, c'est que si un ou l'autre peut pas y arriver, là, puis que personne va y arriver, ils vont s'autodétruire les trois? Non. Ils vont faire ce qu'on appelle l'opération Terre brûlée. Oui. On détruit tout. Il n'y a personne qui va en profiter. C'est pour ça qu'on parle d'une troisième guerre mondiale. Les autres, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils disent, ça va régler tout. Oui. On va repartir à zéro, mais à zéro, ça veut dire zéro. C'est ce qui est dévoilé présentement, là. C'est cette machination pour arriver à consolider le pouvoir à tout prix, incluant de sacrifier, de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire un programme de dépopulation globale qui est maintenant dévoilé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit le système financier ou le système industriel, ou que ce soit n'importe quel super système global, rien de tout ça n'est possible si on n'a pas la capacité d'inspirer la confiance. Et donc, je pourrais dire que dès lors qu'on voit aujourd'hui que cette confiance est complètement dilapidée, le public n'est plus capable d'ignorer le fait qu'il y a des abus à tous les niveaux, par tout le monde impliqué au niveau, et là, ils se retrouvent tous dans le même bain. C'est-à-dire qu'ils ont tous dilapidé la base même de leur pouvoir, qui est la capacité d'inspirer la confiance. Et on le faisait depuis un bon bout de temps par la propagande. C'est-à-dire que avec un grand renfort de moyens médiatiques, on arrivait à créer une impression, une façade qui était capable d'inspirer la confiance. Ça marche plus. Là. Si on regarde un exemple, Hollywood nous montrait la suprématie des technologies qui nous promettait un monde meilleur et qui était tellement puissant à convaincre les gens, ça créait comme un confort psychologique où on se disait, oui, c'est vrai qu'on a des graves problèmes, l'humanité, mais regardez le miracle des technologies que Hollywood nous dévoile à travers leurs films. On voit bien qu'il y a une capacité qui n'était pas là avant, puis on va s'en sortir de cette façon-là. Oui. Mais l'humain ne peut pas échapper à sa propre condition. Et les gens qui ont le pouvoir ne sont pas complètement au-dessus de la mêlée. Ils sont dans la mêlée sans même parfois s'en rendre compte parce qu'on voit la qualité de leurs ouvrages se détériorer très rapidement dans un contexte global. En d'autres mots, vous voulez le pouvoir
à tout prix, même au prix d'une dépopulation massive par une violence totalement aberrante et inhumaine, mais cette planification a un effet toxique dans la vie personnelle de ces gens-là. Ils sont malades psychologiquement du fait que chaque jour, ils conspirent contre quelque chose qui est vraiment, je dirais, sacré. Et on a un sens de l'humain en nous, cette proximité avec les autres. En d'autres mots, la personne qui conspire pour piéger son peuple dans une situation sans retour, chaque jour est mis en contact avec les gens qu'elle condamne quotidiennement par ses actions secrètes. Et ça a un effet toxique. Et on voit un déraillement, si tu veux, de la psychologie ou de la stratégie. Les méthodes employées perdent de leur efficacité. C'est un phénomène de découragement, si tu veux, où on est démoralisé. C'est dans le sens que pour exécuter un plan comme le leur, il faut être convaincu, il faut être engagé, il faut avoir de la passion, il faut avoir de l'amour de son métier, l'amour de ce qu'on fait. C'est ça qui est la marque de l'excellence. Et lorsque on regarde dans les yeux d'un enfant qu'on est en train de condamner, on peut perdre cette passion, cette fougue, on peut perdre et avec le fait que notre monde se rétrécit et que la proximité est de plus en plus grande entre tous et chacun, les castes, si tu veux, le système de castes est devenu beaucoup moins rigide qu'avant, en ce sens qu'une personne très puissante et très riche peut aujourd'hui voyager à travers le monde entier et se retrouver en contact avec des gens de tous les milieux et de façon incognito. Et c'était pas le cas avant. Les castes royales étaient cloîtrées à l'intérieur de leur forteresse. Encore aujourd'hui, François, là, tu sais, je veux dire, il y a des hôtels qui coûtent tellement cher à chaque jour que tu peux pas te permettre. Ce ne sera pas le petit peuple qui vont rencontrer là, ces stars-là ou ces autorités-là qui sont... Oui. Puis gars, quand ils font des réunions comme à Davos, Oui. il y a l'armée qui entoure tout ça pour protéger, pas qu'il y ait personne du public, du petit peuple qui aille manifester là. Mais si tu veux condamner quelqu'un, c'est préférable de ne pas avoir un lien de proximité trop rapproché. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est la nature humaine. Mais là, tu vas en venir à quoi avec tout ça? Ben, je veux en venir au fait qu'ils ne pourront pas réussir. Autrement dit, tu veux nous dire que le monde va changer. Oui, que le monde change très rapidement et que là, ça place un énorme fardeau. On voit pas un monde meilleur arriver. Là. On voit un monde en destruction, en décrépitude. La nature est en train de perdre. Il y a des animaux qui disparaissent à toutes les semaines. Ben, la nature est surnaturelle. Elle a la capacité de se régénérer au-delà de ce que nous sommes capables de comprendre. Quand on sera débarrassé du plus grand prédateur de la planète, c'est-à-dire l'être humain. Ben, est-ce que c'est vraiment juste d'attribuer ce défaut-là à l'humain systématiquement? Ben, je pense que là, c'est l'heure de vérité. On va le savoir. Et c'est pour ça que j'en reviens avec la responsabilité extrêmement importante des militaires. Parce que... Des militaires? Oui, de l'appareil militaire, de l'industrie militaire. Justement, au Canada, là, ils font de la propagande pour entrer. Si la vie vous intéresse, venez vous faire tuer. T'sais? Parce que ceux qui ont le plus grand pouvoir de destruction ont également la plus grande capacité de transformation. Et si on avait un leadership à l'intérieur du monde militaire, capable de comprendre les enjeux, et je pense que c'est le cas. Je pense que beaucoup de militaires aujourd'hui comprennent très bien que la guerre n'est plus possible. On ne peut plus compter sur l'industrie de la guerre pour bâtir un monde qui se tient. Et on risque un effondrement global. J'aimerais être sûr que ce que tu dis, c'est ça. Mais ben, il y en a là-dedans là, qui sont un peu malades mentales. Ils ne rêvent qu'utiliser leurs fusées, leurs avions, leurs trucs gadgets. Là. Ouais. Ils jouent à War Games là, pour eux autres. Là. Mais pourtant, c'est avec du vrai monde. Là. Puis ça, là... Ben, il y a des indications qui montrent que le dévoilement à l'heure actuelle
qui se produit massivement, qui est en fait un cri d'alarme qui est lancé à la population pour leur donner une chance de salut, ben une grande partie de ça vient de l'état-major, vient du plus haut niveau dans le monde militaire, où on a décidé de prendre un grand risque et jouer le tout pour le tout. C'est-à-dire? Ben, de dévoiler publiquement les enjeux qui étaient cachés. Et ça, c'est un très grand risque qu'eux prennent, parce qu'il y a une collusion importante entre le milieu militaire et le milieu corporatif pour détourner la souveraineté des nations. C'est pour ça que c'est si important les événements qui se produisent aux États-Unis lorsque on voit que ces choses-là sont dévoilées. Oui. C'est parce que les militaires, chez les militaires, il n'est pas question de justice, il est question de discipline. Parce que, à la base, la guerre, c'est injuste. Tu veux dire discipline, tu veux dire programmation, comme Ça des veut robots. dire Là. d'obéir aux ordres Ils ne réfléchissent pas. obéir aux ordres sans se poser de questions, parce que les principes moraux qui gouvernent la société civile ne sont pas applicables au monde militaire. Pour la raison toute simple, c'est que notre histoire est remplie de guerres, notre civilisation s'appuie sur le militarisme, mais les civils sont ceux qui en profitent le plus de cette opulence, de cette abondance. Pourquoi sommes-nous si dominants? C'est parce que nous sommes allés chercher des ressources naturelles chez des peuples qu'on a dominés militairement. Maintenant, c'est pas les militaires qui nécessairement ont les plus grands bénéfices de cet avantage de la domination par la force. En d'autres mots, les militaires font un travail sale qui entache leur humanité et qui les met, eux, davantage en situation face à la situation actuelle. Donc, il y a peut-être chez les militaires une beaucoup plus grande conscientisation qu'on s'imagine par rapport à leur responsabilité ultime qui est d'assurer la survie de ceux qu'ils servent. Et lorsque on se rend compte que parce qu'ils ont ils ont coopéré avec des corporations multinationales pour subvertir la souveraineté des nations, pour contrecarrer le pouvoir des États, et pour prendre l'argent public, parce que les militaires, il ne faut pas oublier, sont financés à partir de l'argent public, de l'argent du peuple. Et lorsqu'ils ils sont en collusion avec le monde corporatif pour faire du profit avec cet argent, en d'autres mots, que les investissements sont publics, les profits sont privés, ben ça, cette collusion, il a fallu qu'au centre, il y ait des intermédiaires qui sont les gens, les élus, qui sont les gens qui sont responsables du pouvoir d'État, ont dû être complices dans cette histoire-là. Et là, si... Ça a l'air compliqué, tout ce que tu nous dis là. Puis je me demande, ça va mener où tout ça? Là? Parce que moi, je dis toujours 2023, il y a un mur, il y a un iceberg, on va le frapper, on s'en va dedans direct. Oui. 2023, c'est dans 5 ans. Ben, je pense qu'une grande partie de ce malentendu dans lequel nous sommes tous coincés, il n'y a personne qui est en sécurité présentement à cause d'une situation qui s'est échelonné, s'est escaladé sur une longue période et qui culmine dans une situation qui semble irréversible. Mais si on médite profondément sur la racine du problème, ben c'est la fascination avec les technologies. Cette obsession avec la puissance technologique. Ah oui, les militaires, c'est sûr que on dit des plus grands savants, ça s'en va d'abord des inventions chez les militaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qui en serait? Et ça c'est ce que je propose comme théorie, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que nous sommes... notre planète est en fait un patrimoine cosmique et qu'il y a des forces qui existent, qui sont intéressées à préserver, un peu comme une réserve faunique. Hein, on ne veut pas perdre ce patrimoine et que on est en train d'orchestrer une façon humaine, si tu veux, une façon organique d'arriver à défaire l'impasse dans laquelle on s'est embourbé. Et cette impasse, je pense, en grande partie, elle est causée par l'obsession ou la fascination pour les hautes technologies qui a fait que l'homme s'est imaginé avoir un pouvoir plus grand qu'il a en réalité lorsqu'il oublie sa nature profonde. Là, parce que le problème demeure humain à la base. Alors imaginons que cette maladie, si tu veux, ce virus mental
qui a amené les gens à se compromettre dans des positions impossibles parce qu'ils croyaient avoir un pouvoir tellement grand Oui. qu'ils n'avaient plus à répondre de leurs gestes face à la population qui, malheureusement, était laissée pour compte et qu'on prévoyait de toute manière, c'est pas de notre faute, on n'y peut rien, c'est la nature des choses qui est ainsi faite qu'à la fin d'un cycle, il y a une grande dépopulation qui est à prévoir. Nous, on doit assurer la continuité du gouvernement pour la reconstruction par la suite. Donc, il y a une suffisance, un faux sentiment de sécurité qui s'est installé chez ces gens-là par les hautes technologies, la maîtrise des hautes technologies, parce qu'il y a des armes secrètes qui ne sont pas dévoilées, là, que personne n'a jamais entendu parler, qui sont sous leur contrôle. Et ça l'influence leur psychologie, comment ils voient les choses. Alors, ils se sont imaginés, en d'autres mots, être tout-puissants tellement qu'ils n'avaient plus besoin. Un peu comme on voit là aux États-Unis. Il aurait dû prendre la leçon de la guerre du Vietnam. Hein. Ben, je pense l'armée américaine était super évoluée, techniquement, comparé au pauvre petit Viet Cong qui était caché dans des corridors souterrains, puis tout ça. Puis finalement, c'est les Viet Cong qui ont gagné. Oui. Puis ça ne changera pas. Là. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont péri dans le processus. C'est loin d'être idéal comme aujourd'hui, situation. le Vietnam est libéré des Américains. Oui, mais ils sont encore profondément traumatisés par les événements. Je veux dire, c'est loin d'être une situation idéale, même si ils ont réussi. Parle des Américains, des Vietnamiens ont beaucoup souffert dans cette guerre-là. C'est les civils qui souffrent tout le temps parce que Ben les oui. militaires, eux autres, décident à cause de toutes sortes. C'est pour ça, là, j'essaie de comprendre que ton discours actuellement est-tu positif ou négatif ou neutre, parce que de toute façon, ça ne changera pas le cours des événements, d'après moi. Là. Ce qui va changer le cours des événements, OK, vas-y. c'est que on va découvrir que la nature, qui généralement semble ne pas du tout être concernée par les affaires humaines, peut changer de position. Éventuellement. Alors, imaginons que une grande leçon d'humanité, d'humilité, soit donnée à l'humanité par les forces de la nature qui vont raisonner ou répondre à un appel particulier. Supposons qu'on découvre que le verbe juste, la parole qui est bonne, qui est juste, celui ou celle qui dit les choses vraies, se retrouve confirmé par les forces de la nature. Et qu'on découvre à travers ça un pouvoir qui était demeuré caché, qui était inconnu jusqu'à maintenant, mais qu'il peut y avoir une cohésion des forces de la nature propre à rendre très humbles tous ceux qui pensaient que leur technologie était... Là, je commence à voir ton message. Là. OK. Donnons un exemple. Hein. Il arrive un tremblement de terre au moment où il y a quelque chose qui devrait arriver, puis pif, bah. La terre, on dit que la Terre va chanceler comme un homme ivre, et les modifications sociales, tout dans le monde va changer d'un coup sec, comme les douleurs prennent une femme qui va enfanter. Voilà. C'est aussi imprévisible. Tout d'un coup, pouf! Je veux dire, là. C'est ce que je pense qui est à prévoir, c'est qu'on va se rendre compte... Ça. François, là, tu rentres dans les textes prophétiques. Oui. Le jour où l'iniquité sera instaurée en système. Voilà. L'iniquité instaurée en système, on est là. C'est là qu'on est. Je prends les textes par le mot à mot, presque. Oui. Cette iniquité est maintenant globale et centrale dans les affaires humaines. Et le mensonge est partout. Et puis, ça a descendu jusqu'au niveau du peuple, où tout le monde se sent justifié de tricher et de mentir, parce qu'on a l'exemple de ceux qui exercent le pouvoir. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut tenir, sauf des stratégies militaires oppressives. Mais qu'est-ce qu'il y en est de la possibilité... Et tout le monde se méfie de tout le monde. Tout le monde se Autant méfie de tout le monde. les militaires se méfient des autres, puis les autres se méfient des autres, puis les autres, puis finalement... Et qu'est-ce qui arrive dans des temps de grand désordre? Ben, il y a évidemment une grande détresse psychologique. Les gens se demandent comment on va faire pour s'en sortir. Et c'est l'instinct de l'humain de se ranger derrière les armes. Ceux qui maîtrisent, qui contrôlent les armes, ceux qui ont le pouvoir d'utiliser la force
vont inspirer l'allégeance la plus centrale, la plus totale. On revient aux bases. Ben, c'est là. C'est du survie, Oui. struggle for life, se défendre pour vivre, Oui. pour survivre. On va chez ceux qui sont forts, les bras forts, Exactement. ou qui n'ont pas le bras, mais qui ont la carabine qui est la plus Oui. puissante, puis on y va. Mais si ceux qui C'est dirigent... dans l'autodestruction. C'est dans la destruction. Voilà. Mais ça dépend. Les Comment armes, changer ça? ben, moi, je pense que L'instinct de l'être humain qui a besoin d'être avec le plus fort. Puis tu sais, dans Oui. une cour d'école, Ben, tu vois, là, les lâches s'en vont sur celui qui gueule fort puis qui a de l'air fort, tu sais. c'est ça. Mais si, par une grande événement prophétisé depuis très longtemps, mais qui pourrait donner un sens à toute l'expérience humaine, si la tête de cette armada qui est constituée par l'allégeance de tous les gens qui sont concernés par leur sécurité et qui décident de se ranger de façon totalitaire, unitaire, derrière un appareil militaire, si cet appareil militaire recevait une leçon d'humilité des forces de la nature qui lui ferait comprendre que son pouvoir est très, très petit en comparaison des forces de la nature et que toutes les plus grandes stratégies militaires, que les armes les plus destructives, que la puissance militaire la plus grande que l'humanité est capable de mettre en place ne vaut absolument rien comparé aux forces de la nature. Et si on découvrait qu'il y a une possibilité que ces forces de la nature puissent être en convergence ou en harmonie, en équilibre avec le haut commandement d'une force militaire qui est profondément transformée par cette leçon d'humilité et qui comprend que ce n'est pas par la force des armes qu'on arrivera à maintenir l'ordre chez l'humain, parce que l'humain, pour avoir accès aux fonctions supérieures de son intelligence, il doit échapper aux forces de la survie. Et c'est là qu'on parle de passer du 666 au 777. Donc, on parle d'un empire mondial basé sur le militarisme qui, maintenant, se retrouve dans une position singulière. On passe de la pluralité à la singularité. C'est-à-dire que toutes les divisions à travers le monde entier qui ont créé des petits conflits un peu partout dans toutes les sphères d'activité humaine, finalement créent un désordre global qui provoque une singularité, qui provoque un mouvement de convergence vers un seul pôle de pouvoir, et que ce pôle de pouvoir-là est capable d'inspirer, si tu veux, ou de mettre en action les forces de la nature pour démontrer que la survie de l'humanité passe par la vie elle-même. La vie de la nature peut se manifester, et je pense de façon surnaturelle, et on peut découvrir que un verbe qui est ajusté, dont la vibration est suffisamment élevée, peut mettre en résonance les forces de la nature. Imaginons que le haut commandement soit appuyé par les forces de la nature dans le cours des événements, ben ça l'apaiserait tout le monde. Tout le monde se rendrait compte, écoute, j'ai peut-être pas nécessairement besoin de m'en servir de mes armes, parce que, premièrement, il y a un risque de dérapage, d'effet d'entraînement, et que finalement on y passe tous. Mais s'il y a une alternative, si on découvre que les armes ne sont rien en comparaison de la puissance de la nature, si on se rend compte que chaque grain de sable, chaque goutte de pluie, chaque brin d'herbe est contrôlé par une force cohésive qui est parfaitement harmonisée avec le haut commandement, avec ceux qui ont pris le pouvoir dans ce mouvement de singularité, lorsque tout converge vers un pôle central et que ce pôle central se révèle être sous une autorité qui est en harmonie ou en équilibre avec les forces de la nature, eh bien, ça aurait un effet d'apaisement profond chez l'humain. Et c'est là où on en revient aux nations autochtones, c'est qu'ils ont cette vision du monde selon laquelle la nature est la force qui nous a donné la vie. Et lorsque nous sommes en péril, c'est vers cette force-là qu'on doit retourner. La nature se réfugie au centre des choses dans les moments de crise. Et on pourrait trouver à ce moment-là un apaisement suffisamment profond, suffisamment global, suffisamment convaincant pour que
l'hostilité, que l'attitude belligérante de l'humanité en général s'amenuise. Et si tous les armes sont sous un commandement central et que ce commandement central est profondément déterminé à instaurer un règne de paix, ben, il n'y aura pas de guerre. On va avoir la possibilité de faire la paix, non pas par des manipulations et par de l'intimidation, par de la provocation, par des subterfuges, des manigances et tout ce qui entoure là cette folie. C'est comme un virus mental où plus la tension psychologique est grande, plus le déni est grand, plus on s'éloigne de nous-mêmes, plus on ajoute au problème, plus on jette de l'huile sur le feu, jusqu'à un moment donné où c'est la pluralité dans tous les avenues d'activité humaine. Donc, un dérèglement global de tous nos activités fait que à un moment donné, on arrive à un moment donné à une masse critique, si tu veux, un état critique où ça n'a plus de sens. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Les soldats sont démoralisés. Et ça, c'est un phénomène global. Oui. Alors que auparavant, on avait des incitatifs nationaux, hein, la défense de la patrie, on va aller combattre le vilain, le méchant, le terroriste. On s'aperçoit que le voisin est comme nous. Autrefois, on avait l'impression que, tu sais, durant la Deuxième Guerre mondiale, on s'imaginait des chimères, là, l'allemand ou le japonais, tu sais, puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des pères de famille, il y a des mères, tout le monde vit, on est tous des humains. Et ça, c'est un effet salvateur des hautes technologies. Donc, il y a deux volets à ça, là. Il y a les armes qui deviennent de plus en plus destructives, mais il y a également le côté qui apporte la guérison. Les technologies apportent la guérison par la plus grande proximité. La planète rétrécit. Oui. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Les gens qui sont au sommet du pouvoir, qui généralement vivaient dans des castes complètement enclavées, ségrégées, à l'écart du contact avec les gens de la rue, ben ils pouvaient s'imaginer leur vision des pauvres pouvait être déshumanisée, parce qu'il n'y avait pas cette proximité. Mais maintenant, même la personne la plus puissante et la plus riche a envie quand même de naviguer sur l'Internet. Mm-hmm. Alors, en naviguant sur l'Internet, ne serait-ce que ça, ben on a des exemples d'une humanité qui est en pleine effervescence, il y a des choses d'une si grande beauté que les humains font, qui avant n'étaient pas perceptible, n'était pas accessible, qui maintenant on le voit. On voit que des gens de tous les milieux, de gens de toutes les origines, des gens de partout sur la Terre font des choses miraculeuses. Ils font les humains sont incroyables. Ils ont cette capacité créative, ils sont capables de se réinventer, ils sont capables de faire des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer. Vous n'avez qu'à passer un peu de temps sur l'Internet pour voir des choses absolument incroyables qui viennent parfois de gens qui n'ont rien à leur avantage, des gens qui viennent de la rue, qui viennent de nulle part, mais qui ont un talent extraordinaire. Par exemple, les émissions de talent, de découverte de talent. On voit des gens qui viennent de la pauvreté, qui n'ont jamais eu d'avantage quelconque, et qui soudainement nous montrent un talent extraordinaire, renversant. Ce sont des gens qui ont une grande profondeur, une grande créativité, une beauté extraordinaire dans leur expression, qui vient de nulle part, selon l'ancien adage, l'ancienne mentalité, que l'élite avait le droit, si tu veux, de régner de façon totalitaire. Pourquoi? Ben parce qu'ils étaient supérieurs. Mais là, on voit que ce transfert de pouvoir est phénoménal, est massif et mondial. On se rend compte que finalement, ces inégalités-là était surtout basé sur de l'incompréhension, sur une trop grande distance entre les castes, une incapacité de se parler, de se connaître, d'apprendre à se connaître. Et maintenant, même le tyran le plus obsédé, le tyran le plus obstiné qui soit, n'a pas le choix que de remarquer que dans la masse des gens qu'il domine, il y a des perles. Ouais, dans le temps de Noël, il y avait un conte qui s'appelle Monsieur le Grunch.
Oui. Je sais pas en français, là. Mais c'est un bonhomme, là, qui, toute sa vie, toute l'année, là, il essaye de faire de l'argent, prendre de l'argent, puis il est très égoïste, puis tout ça. Puis il arrive à Noël, puis il se fait toucher au cœur. Il se passe un événement, je me souviens plus lequel, là, ça dépend des comptes, là. Et le Grinch, il devient celui qui réalise que l'important, c'était pas de ramasser de l'argent, puis de dominer sur le village, puis tout le monde endetté vers lui. Ouais. Il décide d'ouvrir les portes, puis de faire des cadeaux à tout le monde. Ouais. Puis le Grinch, c'est ça. Ouais. Les autorités malveillantes de notre monde vont peut-être réaliser à un moment donné que on n'en parlera plus de guerre. Ça va être fini. Le mot guerre, on y pensera même plus. On va se demander c'était quoi l'étape primitive où les gens s'entretuaient et ça menait nulle part. Alors là, peut-être qu'on va te faire confiance, François, que tu vois quelque chose que Ouais. qui n'est pas très exploité présentement. On n'a pas l'impression qu'il y a un espoir aussi évident que ça dans l'horizon. Mais c'est ça qui est phénoménal avec les forces de la nature, c'est qu'ils sont pas conditionnés à la même dynamique de l'écoulement du temps que nous. Et ces choses-là peuvent se produire à une vitesse folle. Mais je pense que définitivement, la politique de la terre brûlée, comme tu le mentionnais, ben ça, c'est passé date. S'ils voulaient faire ça, il aurait fallu qu'ils passent à l'action bien avant. Et d'ailleurs, ils ont tenté de le faire. Et l'intervention dont je vous parle des forces de la nature est déjà en cours. Elle est effective. Et eux, ceux qui ont tenté de déclencher une troisième guerre mondiale, à plusieurs reprises. Hein? À plusieurs reprises, depuis un bon bout de temps. Au début des années 60, au début des années 80, puis encore il n'y a pas longtemps. Avec beaucoup d'obstination, ils ont tenté par tous les moyens, parce que c'est l'industrie peut-être la plus importante sur Terre, c'est l'industrie des armes, et que c'est de là que les plus grandes fortunes se sont accumulées. C'est là qu'est le plus grand pouvoir, parce que même un banquier, ben il vaut pas plus qu'une balle. Il est mortel, il peut être éliminé dans une fraction de seconde. Donc, il peut prétendre ce qu'il voudra, mais il est quand même un mortel qui est habité par la peur de la mort, et on peut le contrôler, on peut le forcer à faire ce qu'on veut. Ben, ton message là dans l'émission qui achève, là, c'est vraiment un message d'espoir basé sur une observation et des réflexions, parce que toi, tu es un gars qui vit proche de la nature, et puis avec des êtres humains encore très proches de la nature. Et ça, on va en parler tantôt dans le club créé, avec François Chartrand pour la salle du mois de février 1802, et que tu as demandé qu'on intitule déjà je me souviens pas pour la le prochaine... transfert, le plus grand transfert de l'histoire, de pouvoir, le plus grand transfert de pouvoir de l'histoire de l'humanité. C'est ce qui se produit à l'heure actuelle. Alors, et puis je vais expliquer là pour le club créé comment je vois ça. Ouais. C'est bien spécial. Alors moi, je répète à notre public que vendredi, dans 2 semaines là, ou 3 semaines, ça dépend à quel moment vous regardez l'émission, je suis de retour à Québec, à l'Université Laval, au pavillon Vachon, comme c'était il y a des années de ça, sous l'égide de l'organisation du Garpan. Alors, vous savez, c'est Yann Vadnais qui a fait des pieds et des mains pour louer une salle, comme on était autrefois. Et vous irez sur le site du Garpan, vous irez regarder aussi la publicité sur le complément de Gilles Surprenant, qui va vous apporter tous les éléments qui expliquent tout ça. Puis le complément surprenant, Geneviève me dit de vous répéter que c'est juste en bas, ici, en dessous du vidéo du YouTube, là, dans la description du vidéo qu'on vient de faire. Bon, ben vous avez complément surprenant, cliquez là-dessus, et ça va vous donner beaucoup d'informations complémentaires à ce qu'on s'est dit tous les deux. Ce que tu as surtout apporté, François. Mais il y a tellement à dire là-dessus, on pourrait faire des heures et des heures et des heures. Mais c'est ce qui arrive, c'est qu'il faut résumer pour arriver à couvrir le sujet. Oui, des points précis. Et puis, c'est un vent agréable d'entendre tes paroles. Là. On se dit, tiens, il a peut-être bien raison, lui, là. Ça va aller à l'encontre des prophéties qui voient venir une catastrophe planétaire, un fin de cycle. La fin de l'année, le 31 décembre, ça va se finir à minuit au lieu de moins 2. Là, on va arriver à minuit. Puis après ça, on va être obligé de repartir à zéro ou presque. On verra bien. On verra bien, oui. Oui, on va le frapper l'iceberg ou on ne frappera pas l'iceberg. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours des survivants.
ou alors toute l'humanité survit parce qu'il n'y aura pas eu de destruction, on n'aura pas frappé d'iceberg, ou ben non, il y en aura quelques-uns qui seront échappés par des chaloupes de sauvetage et qui seront prêts à remonter la civilisation. La quantité de survivants, je pense, ça a beaucoup rapport avec ce qu'on va faire. Il n'y a rien de prédéterminé. De couler dans le béton. Non, Ouais. c'est ça. Ben, François, on se retrouve dans quelques instants pour le Club Créé. Vous abonnés du Club Créé, vous êtes très nombreux, en tout cas plus que dans les années passées, et ça nous permet maintenant de faire avancer une connaissance qui s'adresse à des gens qui sont plus intéressés que les autres et qui nous encouragent en étant abonnés au club. Ça vient 12 piastres par mois. C'est pas énorme, là, 12 piastres par mois pour entrer dans le Club Créé. Ça vaut le coup, ça c'est certain. Ben oui, puis moi j'ai des bons invités, puis je me dis toujours, tiens, ça là, c'est des éléments qui sont un peu marginaux. Là. Tu sais, on va parler du phénomène extraterrestre, on va parler d'intervention de puissance céleste, etc. Et ça aussi, ça fait partie des textes prophétiques. Moi, je suis dans cet univers ésotérique. Toi, tu es dans la réalité, tu sais, de la babiche, à côté de toi, là, il y en a de la babiche, là, c'est ça de la babiche, là? C'est ça de la babiche. C'est ce qui fait des fameuses raquettes ou des pattes d'ours, comme j'ai ici. C'est la babiche, c'est fait avec de la peau. Oui, c'est fait avec la peau. Des linières de peau là, de caribou. Oui. Oui, et c'est ça qui nous soutient. C'est le réseau des fibres qui nous soutiennent. C'est un symbole de la solidarité humaine qui nous permet de passer par-dessus l'époque trouble. Ne pas descendre dans le deep web. C'est ça, ne pas s'enfoncer. Surfer. C'est ça. Surfer. Passer au-dessus. Passer au-dessus, oui. Bravo. Merci François. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Tu es toujours bienvenu. Quand tu passes en personne, c'est encore mieux que par Skype. Oui, mais on va refaire ça, c'est certain. Ah oui, absolument. Alors, vous venez de voir et d'entendre, mesdames et messieurs, le Vidéorandia numéro 7 de l'année 2018 pour le samedi 17 février. Conception et animation Richard Gland de Mont-Saint-Hilaire, notre invité François Chartrand de la Côte-Nord. Individu singulier, est-il trop tard? Minuit moins 2? Ouais, mais malgré tout, hein? Le gouvernement mondial est officieux. Et vous êtes en faveur de ça, M. Louis Lefebvre. Oui, il parle de 666 viendra le 777. Alors, allez voir le complément de notre ami Surprenant, Gilles Surprenant, complément Surprenant sur le Forum Orandia, la version MP3 par Jean-François Poulain, l'image sur le site de toutes les choses insolites de la planète Terre de Denis Jean. Supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la réalisation, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. C'est une production Orandia Phoenix. Ne manquez pas le congrès ESO 801 qui s'en vient samedi saint, samedi le 31 mars prochain. Et dans la salle 1802, on va se retrouver dans quelques instants ici avec les abonnés. On est en 2018. Ça fait 70 ans que le drapeau du Québec, 4 fleurs de lys, a été adopté par le gouvernement. Le moyen de tenir le peuple en paix et uni et de le tenir dans la foi, c'est de le tenir dans la pauvreté. Un autre maxime. Ceux qui possèdent des châteaux, sont les ennemis du bien-être social. Les riches. Quand Machiavel parle du prince, il parle des chefs d'État. Dans le temps, il faut regarder entre les lignes, changer les mots, là, les mettre à l'ère moderne. Comprenez? J'ai à peu près 20 maximes ici. Ils ont tous été appliqués pour le Québec par l'Angleterre. Tous. Puis je peux les prouver point par point, point historique. Et au plaisir de vous rencontrer le premier vendredi du mois de mars à l'Université à Laval, au pavillon Vachon. À bientôt.